Gaël. Gaël. Ouais. Ouais, c'est un prénom celte. Ah, Ça veut dire... alors, donc, je suis française, mais c'est un prénom celte. Donc, c'est pas un prénom franco-français, comme on pourrait dire. oui. Et ça veut dire princesse pure. Et en fait, c'est le nom d'une princesse qui a rassemblé tout son peuple contre les invasions vandales. D'accord. Ok. C'est la Kaina celte. Ah, ok. C'est Et comme donc- Kahina chez nous. Voilà. Et en fait, Gaël, c'est aussi une langue, le gaélique. Ok. J'en ai pas entendu parler. Alors, c'est parlé donc, dans les pays qui sont d'origine celte, donc par exemple en Irlande ou au Pays de Galles. Mhm. Mais c'est très peu parlé, quoi. Mais je me Ouais. suis toujours dit qu'un jour, il fallait que j'apprenne quelques mots Oui. de cette langue dont je porte le nom, Ouais. finalement. Mais en même temps, tu as dit que celte, c'est pas vraiment français, mais les Gaulois n'étaient pas celtes. Non. Et Ah, les Gaulois d'accord. et les Celtes se sont Ils se sont combattus, justement. ils se sont combattus. Exactement. Ils s'étaient pas unifiés contre César à un Non. certain moment. D'accord. Parce que je croyais que César avait un peu essayé de voilà de battre, pas de battre, de complètement enlever la race celte du globe. C'est ce qu'il avait essayé de faire, on dirait. Non, Non il me semble pas, non. Ok. J'avais regardé un documentaire appelé The Celtic Holocaust, ou The Celtic Holocaust, Ok. qui parlait des atrocités qu'a commis César contre les Celtes. Ah bah tu en connais peut-être plus que moi alors. Ah, je suis pas sûr, parce que moi, j'ai regardé qu'un documentaire. Alors, je sais pas, vérifier les gens qui nous écoutent. Du coup, voilà, tu es photographe. Oui, je suis photographe. Mhm. Je dis jamais que je suis photographe, je dis plutôt que je fais de la photo. Ouais, parce que je suis photographe, ça fait de toi un peu une photographe professionnelle, mais est-ce que toi, tu te considères professionnelle ou amatrice? Alors je me considère pas professionnelle, Mhm. ça c'est sûr. Amatrice, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à faire de la photographie lors de mes premiers voyages en 2016 D'accord. à l'étranger. Et je ne montre mes photos que depuis moins d'un an. D'accord, ok. Et pendant tout ce temps, je ne les ai montrées que à ma famille et à quelques-uns de mes amis. Mhm. Et c'était vraiment des photos pour moi de souvenirs, de paysages, de rues, de personnes que je rencontrais. Et au fur et à mesure, on m'a encouragée à les montrer. Et c'est par hasard, dans le cadre de mes études, que j'ai eu à montrer en fait mes photographies. D'accord. Et où là, des professeurs d'art m'ont dit qu'il y avait des choses intéressantes. Bah oui. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, bah, si on m'y encourage, si plusieurs personnes m'y encouragent, c'est qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à y faire. Mais j'ai encore beaucoup de mal à les montrer. En fait, j'ai vraiment un rapport personnel à la photographie et à ce que je photographie. Et donc, en fait, les photos que je montre, c'est les photos que j'accepte qu'elles ne m'appartiennent plus, en fait. Ah, C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir accepté, épuisé totalement ma photo d'accord. et pour la soumettre en fait au regard de l'autre et donc à la critique. Tant Ok. que j'ai encore un lien trop fort avec cette photographie, je ne vais pas la montrer parce que j'ai pas envie d'avoir une critique en fait dessus. D'accord, Même si la d'accord. critique elle est pas contre moi, elle est pas personnelle, hein, Ouais. puis elle peut être positive. Mais tu risques de la prendre personnellement. Ouais. Bah voilà, Oui. c'est vraiment mon rapport que moi j'ai à la photographie. Oui. D'habitude, quand quelqu'un me montre des photos qu'il avait prises, j'évite complètement de les critiquer parce que même si j'ai des critiques constructives, je suis pas sûr que le but de cette conversation ou bien de cette rencontre soit d'améliorer la personne dans le domaine de la photographie. Généralement, ce que je fais, moi, c'est juste j'apprécie et puis c'est tout. D'ailleurs, j'ai vu Mais après, Hein faut pas juste apprécier par politesse, on va dire. Non, mais il faudrait vraiment qu'on me demande de critiquer pour que je commence à critiquer. Mais en fait, justement, moi, celle que je montre, Mhm. c'est vraiment celle où c'est bon, les gens peuvent les critiquer. Ils peuvent Ok, me dire ouais. non, celle-là, Mhm. elle est pas bien, ou oui, celle-là, elle est bien. Ouais. Parce que voilà, j'en ai justement, ça y est, je suis prête à entendre. Et il y a Oui. une citation qui dit, c'est Alfred de Musset, il me semble, il faudra vérifier, hein, qui dit ferme ton visage au compliment et ouvre-le à la critique, parce qu'elle sera constructive. Oui, mais en même temps, je comprends tout à fait quand quelqu'un n'a pas envie d'être critiqué. Là, il y a des moments où on se dit, voilà, là tout de suite, j'ai juste envie
de partager ce que j'ai vu, ce qu'il y avait en face de moi, et puis c'est tout. Oui. Après, moi, perso, j'accepte la critique sans vraiment en apprendre de façon personnelle. Par exemple, juste après l'expo qu'on avait fait à Cuba, j'avais pris mes photos et je les avais montrées à mon oncle qui avait d'ailleurs qui avait pas mal d'expérience dans la photographie. Et voilà, ça lui a pas plu du tout et moi j'étais pas forcément déçu. Je me suis dit voilà, moi ça me plaît, puis voilà. Et lui il disait on voit pas vraiment de trucs spéciaux, de choses spéciales sur tes photos, donc il faudrait que tu travailles ça. Et j'avais compris et puis voilà, je regrette pas de les lui avoir montré. Mais je comprends ton point de vue. Par contre, j'ai vu quelques-unes de tes photos sur Instagram et j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, c'est des photos en noir et blanc. Merci. Donc la pureté voilà, du black and white. Et puis c'était des photos, on dirait que c'était des moments forts. Il y avait une photo sur un bateau. On ne comprenait pas vraiment ce qui se passe parce que déjà sur Instagram, c'est un peu petit. Ouais, J'aurais aimé voir ça un peu plus grand. Donc, ouais. En fait, donc les photos sur les bateaux, c'est parce que pendant un an, donc moi je suis française et je suis d'origine bretonne, Ouais. et donc j'habite dans un village de pêcheurs, enfin dans une petite ville où la pêche est un secteur économique très important et où toute ma famille est liée à ce secteur économique. Ouais. Et donc pendant un an, j'ai suivi tous les corps de métier qui sont liés à la pêche. Ok, Donc à la fois en mer et à la fois à terre. d'accord. C'est-à-dire qu'on pense souvent aux pêcheurs qui se lèvent le matin et qui vont en mer pour pêcher, mais on oublie aussi le mécanicien, le chantier naval qui construit le bateau, enfin voilà, tout ce qui s'ensuit, l'école pour les former. Et donc j'ai suivi tous ces corps de métier pendant toute une année. Donc je suis allée en mer, je me suis levée à 2h du matin pour j'ai pris mes bottes et mon ciré et pour y aller. Et donc je les ai suivis, je les ai photographiés. J'ai fait des rencontres exceptionnelles. J'ai partagé des moments forts avec eux. J'imagine bien. Et c'est souvent des gens un peu d'extérieur un peu fermés, mais en fait qui sont passionnés par leur métier, qui est un métier difficile, et qui étaient très contents de le partager, et qui en retour, quand je leur ai offert un tirage des photos, étaient souvent émus. Ah. Oui. Et donc c'est vraiment, ça a été un moment fort, on a vraiment noué des liens. Et donc de tout ce projet, je suis actuellement en train de faire le tri de toutes ces photos parce qu'elles vont être exposées donc l'année prochaine dans ma ville. Et donc ça sera ma première vraie exposition. D'accord. Est-ce que ça t'intéresserait d'exposer ici en Algérie? Parce que moi, je voudrais bien voir ces photos. Alors, j'ai donc ce projet qui est vraiment ancré dans ma ville, donc je ne sais pas si ça peut intéresser en dehors. Ah oui, mais ça va nous intéresser quand même. Mais après, je fais d'autres projets photos, et notamment, je suis très intéressée par les ambiances urbaines. Et à cet effet, j'ai commencé à photographier donc, les capitales méditerranéennes et moyen-orientales. Donc j'ai fait Alger, j'ai fait Tunis, Amman et Le Caire. Et donc mon idée, c'est de photographier ces capitales qui sont en pleine reconversion, en pleine reconfiguration socio-spatiale, qui recherchent à la fois la modernité. Donc on va avoir la construction de buildings. Métro. Exactement, les transports, c'est un nœud très important. Et en même temps, on a toujours ces espaces où les gens conservent leurs traditions, leurs habitudes. Voilà, au Caire, vous allez avoir, je sais pas, un bus qui double une calèche. Vous avez beau avoir des buildings, vous avez toujours le café où les gens fument la chicha. Enfin, voilà, vous avez. Et donc, ce que j'aime saisir, c'est ce contraste. C'est ce contraste, cet entre-deux entre la modernité et la tradition. Comment ça se conserve et quelle ambiance en fait il en ressort. Ouais. C'était comment ton impression quand tu photographies Alger? Alors, quand je photographie, je pratique la marche. Donc, je me déplace que en marchant parce que je veux me perdre dans les ruelles, vraiment m'imprégner de l'ambiance du quartier. Et c'est comme ça aussi qu'on fait les plus belles rencontres et qu'on saisit les meilleurs clichés. Donc, Alger est une ville éprouvante sur ce point. Puisque c'est une ville... Est-ce que tu l'as fait pendant l'été ou bien pendant... Alors, je l'ai fait au printemps, pendant l'été, et puis je poursuis actuellement. Donc pendant l'été, quand les journées où je vais marcher, c'est des journées où je marche à peu près 10 km par jour.
Ouais, quand même, c'est pas mal. Voilà, donc je choisis mes horaires selon les quartiers, selon les temporalités de chaque quartier. Donc il y a des quartiers dans lesquels on peut aller très tôt le matin, ça va être très intéressant, mais il y a des quartiers où non, il faut venir l'après-midi ou le soir. Donc Alger et ses escaliers m'ont fait souffrir. Oui, j'imagine bien. Oui. Mais en même temps, alors à côté de mes photos, je tiens un carnet de notes où je référence justement mes expériences, où des fois je dis cette photo, on ne ressentira pas la douleur de mes mollets. Ah oui. Pour avoir cette photo, voilà, il a fallu que je marche énormément. D'accord. Et ça, on ne le verra pas. Ouais. Et en même temps, carnet de plaintes. C'est un carnet à la fois où moi je note certaines photos que j'ai faites ou l'histoire de cette photo. Oui. Parce que des fois, certaines, elles sont prises de manière furtive ou des fois, c'est les gens qui vous ont demandé de les prendre. Donc, c'est intéressant parce que vous allez discuter avec eux. Donc, je note ça vraiment pour me souvenir parce que avec le temps, on oublie et on sélectionne. Ouais. Et puis, donc, c'est voilà, mon rapport à cet espace, mon rapport à la photo, l'histoire de cette photo. Et puis les petites anecdotes, les choses que j'ai pu voir, les choses qui m'ont fait rire. Les photos aussi que j'ai pas pu prendre. Parce que des fois, les gens n'ont pas voulu que je les prenne en photo alors que la photo aurait été très belle. Oui. Alors je la note. Oui. Je dis, voilà, j'ai pas pu. Ouais. Mais je décris ce que j'ai pu voir. Et ça restera ma photo à moi personnelle en fait. Ouais. Est-ce que tu demandes la permission avant de prendre des photos ? Toujours. Ah oui, mais quand même, ça c'est pas très bien par rapport à la j'ai oublié le mot. L'instantanéité. Alors, il y a des fois, je prends la photo parce qu'à l'instant T, voilà, il faut la prendre. Mais par contre, je demande après à la personne, je lui montre. Est-ce que c'est pas grave que j'ai Mais parce que je veux toujours m'assurer que la personne elle est consciente, voilà, que je l'ai photographiée. Et d'ailleurs, j'ai plaisir lorsque je photographie, par exemple, des personnes qui sont là tous les jours dans le quartier. J'ai plaisir à revenir après dans le quartier, leur offrir un tirage photo. Ça leur fait toujours plaisir. Ouais. Et puis c'est en termes d'éthique, voilà, c'est pas une photo volée, c'est une photo que j'ai prise mais que je leur offre. C'est un lien en fait qu'on a entre eux et moi. Oui, ça m'arrive de faire ça d'ailleurs, surtout quand je prends des photos avec clichés, avec film. On appelle ça film. Oui. Avec pellicule. Et du coup, j'ai des photos qui sont, c'est les seules, en fait, c'est la seule copie de certaines photos. Et je les offre au sujet. Et ça leur fait plaisir. Généralement, ils sont vraiment taken aback. Ils s'attendent pas à ce qu'on leur offre une photo d'eux. Ah, mais c'est très très fort, hein, parce que moi, du coup, j'ai noté aussi ça dans mes carnets. Quand j'offre la photo, la réaction. Et ce qui est drôle, c'est que certains vous remercient, certains parlent, certains ne parlent pas, certains donc, vont vous offrir un café ou vont... Enfin, mais tous ont un rapport particulier en fait à la photographie. Oui. Certains sont émus aussi, alors que vous avez simplement pris une photo et vous leur avez offert. Oui. En même temps, la photographie nous fait poser des questions un peu éthiques. Parce que moi ce que je préfère dans la photographie, c'est la photo de rue. Mais en même temps, je me dis tout le temps, est-ce que j'ai un peu droit de prendre en photo ces gens-là qui passent et qui ont peut-être, qui sont en train peut-être de passer par une journée assez difficile. Et moi, je profite de l'occasion pour prendre une photo. C'est vrai. Et ouais, donc comment tu vois un peu la photo de rue ? Parce que pour certains, la photo de rue ne doit pas exister. Mais pour d'autres, elle doit exister tout le temps et un photographe doit faire autant de photos de rue qu'il le sente. Mais j'imagine que la meilleure chose à faire est un peu entre les deux. Tu penses quoi à propos de ça, toi ? Je comprends. Je comprends les personnes qui, par exemple, si elles traversent un moment difficile, à ce moment-là, qu'on prend la photo, peuvent être exacerbées qu'on les prenne en photo. Après, nous, on ne prend pas forcément leur désarroi personnel. On les prend dans un contexte qui est plus large. Oui. Et c'est pour ça qu'après, moi, je préfère toujours demander avant ou après si voilà, je vous ai pris en photo, ça ne vous dérange pas. Oui. Et certains me disent non, je ne veux pas, effacez-la. Très bien, j'efface la photo, tant pis. Okay. Ça fait partie de l'histoire en fait, de la photographie. C'est ça, ouais. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me critiquaient parce qu'ils m'ont vu en train de prendre des photos dans la rue, mais ces mêmes personnes
vraiment apprécient beaucoup les photos de rue qui ont été prises il y a un siècle d'aujourd'hui. Donc oui, c'est une pièce de l'histoire qui n'a pas beaucoup de valeur aujourd'hui, mais qui dans 50, 100 ans va avoir vraiment beaucoup de valeur. Quand on se dit, surtout pendant le Covid, je prenais autant de photos que je pouvais de personnes qui incluaient des personnes portant la bavette, en me disant, voilà, nos enfants ne vont même pas croire que ça, c'était la normale. C'est vrai. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. Si, quand tu disais, mais par exemple, lorsque l'on demande l'autorisation à la personne, du coup, on perd de l'instantanéité. Oui. Après, moi, ça m'est arrivé des fois de demander à la personne, je peux vous prendre en photo, et donc du coup, après, elle se met à poser. C'est ça le problème aussi. Mais c'est pas grave, ça reflète aussi un état d'esprit de notre société où dès qu'on est face à une caméra ou des choses comme ça, on veut poser, on veut être sur notre beau profil, tout ça. Ouais. Et après, c'est pas grave, il y a aussi, ça leur fait plaisir. Et je me suis vue à Alger, mais comme ailleurs, même à Tunis cet été, prendre quelqu'un en photo, et après, il me ramenait tous ses copains, et il fallait que je fasse le portrait de tout le monde. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas grave, c'était drôle. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment avec eux à les photographier. Ça leur faisait plaisir. Et donc, j'avais aussi le sentiment, voilà, de leur faire plaisir, en fait. Et après, quand je leur ai offert un tirage, ils étaient tout fiers. Oui. Donc, ouais. Et du coup, je suis aussi intéressé par le travail de photographie que tu as fait à Tunis. Tu en as aussi fait au Caire. J'ai fait donc l'été dernier, j'ai fait Le Caire et Amman. Amman. Cette année, j'ai fait donc Alger et Tunis. Et puis j'ai mon projet donc de continuer, donc de faire Rabat au Maroc. Beyrouth, donc je suis déjà allée à plusieurs reprises au Liban, mais j'ai déjà photographié le Liban, mais pas dans le cadre de ce projet, donc j'aimerais y aller. J'aimerais également aller un petit peu dans les pays du Golfe, parce que là les contrastes vont être saisissants. Et j'aimerais également aussi aller par exemple en Mauritanie et au Soudan, qui font aussi partie en fait des pays arabes, et qui là ne sont pas méditerranéens, ne sont pas orientaux non plus, donc on est sur d'autres configurations urbanistiques, sur d'autres enjeux de modernisation et de tradition. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresserait de photographier. Oui. Et mis bout à bout, en fait, il y a un trend commun de recherche de la modernité, de conservation des traditions, mais la modernité n'est pas la même et les traditions ne sont pas les mêmes. Et donc les ambiances qui s'en dégagent non plus. Ne sont pas vraiment les mêmes. Non. Ouais. À chaque fois que je suis allé en Tunisie plusieurs fois et je sens pas vraiment avoir quitté l'Algérie. Quand je suis allé au Caire, j'avais vraiment l'impression d'être dans un nouveau pays. Est-ce que toi, tu as eu la même impression quand tu es allé en Tunisie? Est-ce qu'à Tunis ou à Alger, c'est un peu la même chose, ou bien est-ce que pour toi, c'était assez différent? Alors en Tunisie, on me disait beaucoup Tunsi ou Zaïri Khawa Khawa. Donc sur ce point-là, certains diraient que c'est un peu pareil. Non, Tunis est quand même différente sur de nombreux points. Le contexte également plus large, sociétal, économique et politique n'est pas le même en Tunisie. Donc là-dessus, il y a des choses en commun parce que c'est un pays frontalier. La Tunisie est un petit pays et il y a des relations très fortes entre les deux pays. Mais il y a des spécificités. Après, oui, elles sont peut-être plus marquées avec le Caire ou avec Amman également. Oui. Je voulais aussi... Tu t'intéresses à l'art de rue? Oui, et du coup, d'ailleurs, tu avais fait une présentation sur l'art de rue que tu avais trouvé à Alger. Oui. Parle-moi un peu de ce sujet. Donc, dans le cadre de mes études de géographie, j'ai étudié donc les relations art et ville. Oui. Et donc notamment l'art de rue, l'art public, c'est-à-dire street art, performance, installation ou théâtre de rue. Oui. Et donc, parce que c'est quelque chose qui me parle, moi, à titre personnel, quelque chose auquel je suis sensible en France, en Europe. Et donc, dans mes séjours à l'étranger, j'apprécie de découvrir des espaces qui offrent une expression aux artistes ou des espaces qui ont été investis par des artistes, notamment le street art. Et donc, je les photographie à titre personnel. Des fois, ça rend des choses assez intéressantes en photographie de rue. Oui. Et
ça me permet de me connecter en fait avec la jeunesse de ces espaces. Oui. De connaître un petit peu mieux ou de saisir par le biais de leur expression artistique leurs attentes, leurs envies, leurs désirs, leurs désespoirs. Voilà, pour moi, c'est une clé d'entrée pour comprendre la jeunesse de la société. Ouais. Quelles sont tes œuvres préférées à Alger? Est-ce que tu en as déjà des préférées? Alors, est-ce que j'en ai des préférées? C'est personnel, mais oui, il y a des œuvres que j'apprécie, ou du moins, il y a des démarches artistiques assez affirmées que je trouve intéressantes. Donc après, je ne vais pas les citer, ça va faire des jaloux. Ouais, j'imagine bien. Ils vont relayer le podcast, il va y avoir trop de vues. Ah bah ouais, c'est ce que je veux, je veux la polémique. Oui. J'aimerais aussi en fait, je suis allé au Caire. Et ce qui m'avait vraiment surpris, c'était la grosse différence que j'avais vue par rapport à Alger. C'était vraiment le fait que la ville ne dormait pas. Exact. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré pouvoir sortir à 11h du soir et trouver les magasins ouverts, trouver des gens dans le café, pouvoir rencontrer des gens à minuit ou bien 1h du matin. Une image qui m'avait vraiment beaucoup marqué, c'était un petit garçon de 6 ans ou 7 ans qui traînait avec son vélo dans la rue à 2h du matin. Et pour lui, c'était comme la journée. C'était incroyable. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'avait aussi surpris? Alors, on m'avait toujours dit, le Caire ne dort jamais. Ouais. Mais je me disais, bon, d'accord. Et quand je suis arrivée au Caire, donc vous êtes en permanence dans le bruit, des klaxons, des véhicules, de tout en fait. Et la première nuit que j'ai passée au Caire, je me suis dit, mais ils ne dorment jamais. Non. Et je me disais, mais quand est-ce que je vais dormir? Alors, j'y étais l'été. Il faisait très chaud. J'avais seulement un petit ventilateur qui était très bruyant en plus. Et donc, en fait, vraiment, ça a été un séjour qui était épuisant parce qu'en fait, je dormais que vraiment en fait, quand je tombais de sommeil. Oui. Parce que c'est en permanence bruyant. Oui. Et alors, c'est aussi très intéressant parce que, étant donné que tout est ouvert, il y a tout le temps du monde dehors. Donc, on peut sortir dehors même tard sans se sentir en insécurité. Donc ça, c'est quand même agréable. Oui. Et par exemple, un jour, je rentrais d'une ville extérieure au Caire en train. Et donc, le train avait pris beaucoup de retard. Et donc, je suis arrivée à la gare, il était minuit ou 1h du matin. Et je me suis dit, mais mince, est-ce que je vais trouver un taxi? Donc, moi, je m'imaginais déjà fatiguée de ma journée, galérer à trouver un taxi pour rentrer chez moi, tout ça. Ouais. En plus, je me disais, moi, normalement, j'étais censée arriver en début d'après-midi au Caire, donc je me disais, je vais rentrer, je vais faire des courses. Et là, je me disais, mais il est presque 1h du matin, je vais pas trouver de taxi, j'ai pas de courses, qu'est-ce que je vais manger? Ouais. Enfin, et alors, en fait, quand je suis arrivée à la gare, non, mais il y avait plein de taxis, tous les magasins étaient ouverts. Ouais. Et c'était tout à fait normal, à 2h du matin, d'aller acheter des oranges, des gâteaux ou des marjobas. Ouais. C'était normal. C'était génial, ça j'ai adoré. Et donc là, je me disais, c'est quand même pratique. Et du coup, dernier sujet qu'on va aborder, c'est d'où vient ton intérêt pour ces pays orientaux. Donc, on peut considérer l'Algérie comme un pays oriental quand même. Mais en fait, je te pose cette question parce qu'en fait, quand je lisais des livres français ou bien européens qui parlaient de l'Algérie ou bien des pays arabes, en fait, c'était généralement des orientalistes qui n'avaient pas vraiment beaucoup d'empathie envers la société orientale. Donc, c'était surtout comment on dit, mulahadat. On faisait des... j'ai mon vocabulaire français qui tombe. Dès que je fais mon podcast en français, c'est comme ça. Mais il racontait ce qu'il voyait. Et il donnait des explications sans vraiment essayer de comprendre les choses. Donc, par exemple, dans les pays orientaux, il y a la croyance des djinns. Et ça, pour un Européen, c'est un peu farfelu comme idée. Je veux dire, c'est pas très... pour un Européen, c'est pas très normal qu'un adulte croit qu'il est suivi par un fantôme. Donc, mais peut-être pour un
dans la société traditionnelle orientale, c'est quelque chose qui est vraiment vrai. Donc, c'est quelque chose qui non seulement est vrai dans la tête de ces gens-là, c'est une vérité personnelle, mais aussi c'est quelque chose qui a beaucoup d'effets sur les relations sociales, sur les choses qu'ils font, sur les habitudes, etc. Mais en même temps, ce que j'essayais d'expliquer d'ailleurs à une amie à moi, qui est française, je lui disais, voilà, un Algérien qui voit un point dans le ciel, il va se dire, voilà, c'est un djinn. Un Européen va se dire, c'est un UFO. C'est un UFO, c'est un ovni, voilà. Ah. Ouais, donc est-ce que toi qui sois intéressé par ces pays orientaux, quelles sont les différences entre toi et ces orientalistes traditionnels? Alors, tu m'as posé plein de questions en même temps là. Ouais. Donc, je vais répondre étape par étape. Donc tout d'abord, je me suis intéressée aux pays, on va dire, arabes ou arabophones, dans la mesure où j'ai fait des études de langue arabe. Mon choix était d'apprendre une langue que personne n'apprend. Enfin, maintenant, il y a plus de monde à apprendre l'arabe, mais moi, quand j'ai commencé, on n'était vraiment pas nombreux. Donc c'était apprendre une langue que personne n'apprend. J'aime bien faire des choses que tout le monde ne fait pas. Comme on dit, il n'y a que le poisson mort qui suit le courant. Donc voilà, j'ai remonté un peu le courant. Donc j'ai appris la langue arabe. Donc je me suis tournée vers des études de langue, mais qui comprenaient aussi la littérature et la civilisation. Donc c'était l'idée de faire quelque chose que tout le monde ne fait pas. Il y avait une curiosité linguistique, une curiosité de m'ouvrir à un nouvel espace. Et il y avait aussi l'idée le constat que je faisais, parce que j'ai fait aussi des études d'histoire avant de faire des études de géographie, c'est qu'en histoire, on nous parlait des pays, je mets encore des guillemets, arabes, que pour la colonisation, décolonisation, ou alors la guerre ou les problèmes, on va dire, géopolitiques actuels. Mais sans explication davantage. Et moi, je trouvais que c'était quand même biaisé comme point de vue. Et donc, j'ai fait, je me suis inscrite à l'université, donc en études d'histoire et en études de langue arabe. Et je me suis dit, comme ça, je vais pouvoir coupler les deux et faire mon propre avis, mes propres recherches, et puis déconstruire certaines choses. Et donc oui, dans le cadre de mes études, on étudiait en effet les orientalistes, qui sont aujourd'hui largement critiqués. Les orientalistes, c'est le rapport en fait des Occidentaux à l'Orient plus qu'à l'oriental. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs dans beaucoup de tableaux ou de romans, l'oriental qui est décrit, il est décrit et il est muet. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Oui. Ou alors il est sans action en fait. Ou alors le peu d'action qu'il a sont de toute façon, elles doivent être corrigées. Elles ne sont pas parfaites et donc elles doivent être corrigées par l'occidental. Donc c'est plutôt le rapport d'une société à une autre qu'à ses habitants, qui d'ailleurs étaient souvent méconnus. Il y a des peintres orientalistes, qui ont peint en n'étant même pas allés sur le lieu. C'est un problème. Et donc, en étant juste par le récit qu'on leur avait fait. Donc, voilà. Ça fait faire des clichés. Voilà, exactement. Donc on étudie forcément les orientalistes, mais on étudie aussi, bien évidemment, les critiques qui sont portées à leur égard. Et à cet effet, vous avez le magnifique ouvrage d'Edouard Saïd, qu'il faut à tout prix lire. Voilà. Et donc, je me suis intéressée à la langue, à la culture, à l'histoire, à la littérature. Et donc, j'ai voyagé aussi dans les pays arabes. Donc, mon premier voyage, c'était au Liban, à Beyrouth, en 2016. J'avais 22 ans. D'accord. Voilà, donc je suis partie toute seule avec une amie. Oui. Donc, à Beyrouth. Je suis partie à Beyrouth. L'année suivante, je suis partie à Amman, en Jordanie. Donc là, je suis partie toute seule. C'était la première fois que je partais toute seule. Mais dans les voyages, on n'est jamais seul très longtemps. On fait d'autres rencontres. Et donc, j'ai loué une voiture. J'ai traversé le pays avec d'autres personnes, dont une personne qui est restée, en fait, qui était un Français et qui, du coup, avec lesquels je suis restée en contact. Et comme par hasard, cet été, quand j'étais à Tunis, il devait venir à Tunis. Et donc, on s'est retrouvés à Tunis. Oui. Donc, c'était... on noue aussi des relations sur le long terme. Donc, je suis partie à Amman. Je suis venue en Algérie en 2017 pour la première fois.
Et puis après, j'ai continué les allers-retours réguliers. Donc, je suis retournée à plusieurs reprises au Liban et en Jordanie. Donc, dans le cadre de stages de langue ou dans le cadre de volontariat auprès d'enseignement, auprès d'adolescents. Je suis allée aussi au Maroc à plusieurs reprises, et puis l'été dernier en Égypte et à Tunis. Donc c'est à la fois un attrait linguistique, parce que ça me permet de pratiquer. Donc à la fois, moi j'ai une formation d'arabe classique, donc l'orat fusha, mais ensuite j'ai décliné avec le dialecte libanais et jordanien, donc bilad al-Sham, on va dire de manière générale. Bon, le dialecte égyptien, pour mes amis égyptiens, je suis désolée. Moi, j'y arrivais pas. À la fin, je finissais par le comprendre. Mais vraiment, j'ai eu du mal à passer le cap, moi, de le parler. Moi-même, j'arrive pas vraiment à te comprendre. Donc. Je sais que si on regarde beaucoup de séries et de films, on finit par le saisir. Après, depuis que je fais des allers-retours réguliers en Algérie, donc maintenant, j'apprends le dialecte algérien. Ouais. Et comment ça se passe avec le dialecte algérien ? Alors que tu arrives à comprendre, je t'ai dit Soudjiddine. Oui, non, je réussis à comprendre, à interagir. Vraiment, pour la vie quotidienne, il n'y a pas de souci. Et puis, j'insiste vraiment auprès des gens, les marchands chez qui je vais faire mes courses, au marché, tout ça, en me présentant en arabe et en leur disant non, mais moi, je suis là pour parler de dialecte. Et donc, ça les fait rire parce que j'ai un accent, parce que des fois, je mélange avec du libanais. Donc, ils me disent que je parle comme dans les séries télé. Mais aussi, ça crée du lien. Oui. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai appris. C'était mon choix, vraiment. C'est-à-dire que l'anglais ou l'espagnol ou l'allemand, on vous l'oblige à l'école. Et l'arabe, ça a vraiment été mon choix de langue, en fait. Ouais. Et ça change beaucoup de choses dans l'apprentissage. D'accord. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que la langue, c'est pas juste un moyen de communication, c'est un moyen de partage. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que même si votre langue n'est pas parfaite, la personne en face, votre interlocuteur, il est fier, il est honoré que vous fassiez l'effort, que vous puissiez le comprendre. Et ça crée une proximité. Et voilà, ça apprend aussi l'autodérision. J'ai appris à rire de moi. Au début, quand on me disait « Ah, tu as un accent », je n'osais plus parler. Et puis j'ai compris qu'en fait, si, mais mon accent, c'est bien, c'est aussi mon identité. Oui. Et que toutes les langues que je vais apprendre, je conserve toujours une partie de mon identité à travers cet accent. C'est ça. Et donc voilà, mais ouais, c'est vraiment une chouette expérience. Et notamment dans le cadre de la photographie. Par exemple, il y a des personnes qui ne veulent pas que je photographie. Et puis donc, j'explique ma démarche en arabe, en dialecte. Et là, en fait, après, les gens, ils sourient. Et puis, ils me disent, allez, prends la photo, c'est pas grave. Ils sont contents. Ou alors, après, il n'y a plus le même rapport... Et donc ça, c'est vraiment chouette. C'est quelque chose de fort qui permet en fait, de rassembler des gens. Moi, en tant qu'Algérien, quand je vois un étranger qui parle le dialecte algérien, ça me touche. Parce que depuis tout jeune, je me disais que la seule raison de parler algérien, c'est d'être algérien. Mais là, je vois qu'il y a des gens qui s'intéressent et ça va droit au cœur d'ailleurs. Et même, par exemple... quand j'étais en Jordanie et que j'avais tendance à parler libanais, ça crée aussi une proximité parce qu'ils regardent beaucoup la télé libanaise, les séries, les films, donc ils comprennent ça. Les gens, ils partent aussi de ce que vous connaissez pour vous apprendre d'autres choses. Oui. Donc en fait, et après, il y avait des choses où je comparais non plus entre le mot français ou le mot anglais avec le mot arabe, mais en fait entre le dialecte libanais et le dialecte jordanien. Et de même, cet été en Tunisie, les gens me demandaient souvent mais tu parles comme une Algérienne, comment ça se fait ? Est-ce que tu es franco-algérienne ? Est-ce que tu habites en Algérie ? Et du coup, ça crée une relation avec les gens où j'étais moins assimilée à une touriste Club Med ou quelque chose comme ça. Et donc, les gens avaient plus attrait à me dire attends, viens, je vais t'emmener visiter telle et les choses, ou il faut à tout prix que tu goûtes tel plat. Enfin, voilà, il y avait une proximité qui se crée et c'est très agréable en fait, parce qu'on a l'impression de mieux saisir un peu aussi la société dans laquelle on évolue. Oui, c'est ça. Et puis en même temps, quand on apprend une langue, on dirait qu'il y a un monde qui s'ouvre à nous. Exact. En fait, quand j'avais appris le français, il y avait toute cette culture francophone qui s'est ouverte à moi. Et la même chose m'est arrivée quand plus tard j'avais appris l'anglais. On dirait que tout le reste du monde s'était ouvert à moi. Et non seulement il y avait un changement dans ma personnalité à chaque fois que j'ai appris une langue, mais en même temps, on dirait que
j'arrivais à assimiler les points positifs de chaque culture. Donc, est-ce que toi, ça t'arrive? Est-ce qu'il y a un développement dans ta personnalité quand tu apprends une nouvelle langue, comme la langue algérienne, le dialecte algérien? Bah, ça contribue à l'ouverture d'esprit, ça c'est indéniable. Et puis ça ouvre justement à tout un pan culturel, artistique, historique, que l'on est à même de comprendre. Donc ça c'est assez chouette, c'est-à-dire que lorsque vous maîtrisez une autre langue, bah, vous pouvez aller au cinéma, oui mais le film madame il va pas être en français, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors oui il y a des choses qui vont m'échapper, mais il y a aussi des choses que je vais comprendre et ça c'est très chouette. Ça, parce que du coup ça va me permettre de comprendre aussi pourquoi ah bah tiens moi j'ai pas, ça c'est assez drôle. Moi, par exemple, je ne vais pas rire à certaines blagues. Et je vois qu'à côté, tout le monde rit. Et là, par exemple, je confronte, je me dis, bah, on n'a pas le même humour. Bah oui, c'est ça. C'est parce qu'on n'a pas grandi avec les mêmes référents. Et donc, au fur et à mesure, des fois, je me vois rire à des choses où je me dis, avant, t'aurais pas ri. Ou si je les traduis en français, ça me fait pas rire. Mais je me dis, bah tiens, c'est parce que à force d'intégrer, d'être dans une autre société, de fréquenter d'autres personnes, et donc un autre humour, d'autres référents, bah, tu les intègres un petit peu et puis tu interagis avec ces référents-là. C'est ça, c'est comme quand j'avais récemment appris le français, j'avais découvert Gad Elmaleh et voilà, ça m'éclatait de rire. Mais par contre, les comiques américains ou bien anglais, ça me faisait pas rire tant que ça. Donc je comprends, oui. Donc je pense qu'on a fait notre temps. Là, on est à 40 minutes. Écoute Gaël, merci beaucoup d'être venu. J'espère t'avoir pendant plus longtemps. Une prochaine fois. J'espère aussi. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Bah écoute, à une prochaine fois. À une prochaine fois, avec plaisir.